Donc, bonjour à tous, bienvenue au webinaire Repérer et soutenir les femmes victimes de violences conjugales au sein de votre entreprise. Nous attendons aujourd'hui environ 70 personnes. Donc, nous serons en présence du docteur Beauchinger, médecin du travail à AST 67, et également Thomas Ferlet qui va nous rejoindre dans quelques minutes, qui rencontre quelques difficultés de connexion d'Internet, d'où notre petit retard. Donc, je vous laisse patienter encore quelques minutes et donc on pourra commencer ce webinaire. Le webinaire sera également disponible. Vous pouvez retrouver le replay sur la chaîne YouTube d'AST67 où vous recevrez également aussi un lien directement pour consulter le replay. Si vous avez été inscrit au webinaire, il sera également disponible via nos réseaux sociaux ainsi que sur notre site web. Hop. Eh bien, on dirait bien que M. Farley nous a rejoint. Oui, bonjour, je suis vraiment désolé, j'ai dû redémarrer l'ordinateur complètement pour que ça... Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Du coup, j'ai commencé le webinaire, j'ai indiqué que vous allez arriver d'ici quelques minutes. Je suis vraiment désolé. Donc, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, tout le monde n'est pas encore connecté pour le moment, donc il n'y a pas de souci. Ouais, parce que là, pour le moment, on en est à 25 inscrits, en dehors de nous trois. Hein. Donc, il faut encore qu'on patiente un petit peu, parce que... moi, je devrais simplement finir à midi pile, parce que j'ai un train à midi 23 pour aller sur Paris. Donc, je serai... faut juste qu'on respecte... Ne vous inquiétez pas, moi, j'avais prévu 1h, 1h30, donc on devrait être bon au niveau du timing. Je vous laisse partager, du coup. Oui. Bonjour à tous ceux qui disent bonjour dans le chat. Hop. Vous avez mon... Alors, vous avez quoi à l'écran? Alors, là, j'ai les fenêtres de Livestorm. Ah, comment ça se fait ça? Attendez, on peut arrêter le partage. Partager. Partager l'écran. Repérer, soutenir, voilà. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, du coup. Ah, parce qu'il faut peut-être que je me mette dessus. Si je me mets dessus, c'est bon pour vous? Alors, ça charge de notre... Non, là, j'ai toujours votre fenêtre de chat. Ok. Avec on a le retour écran, si vous préférez. Ouais, comment ça se fait? Ça marchait bien la dernière fois, pourtant j'ai fait exactement la même chose, partager. Hop, on va refaire. Partager l'écran. Ah, ça peut-être que je fasse ça. Attendez, je vais faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Okay. Ah, c'est parce que je suis sous... Alors, attendez, je vais devoir me reconnecter. C'est parce que je suis sous Mozilla. Il veut que Chrome, le monsieur. Oui. Ça doit être ça, hein. Bon, ben, je reviens sous... Chrome. Chrome.
partager. Voilà. Normalement, ça devrait être bon là. Oui, c'est bon. Très bien. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux aussi qui viennent de nous rejoindre. Donc, comme je disais tout au début, le webinaire sera disponible via la chaîne YouTube d'AST67. Vous pourrez également le consulter aussi via le site web d'AST. On partagera également le lien sur notre réseau LinkedIn. Et si vous êtes inscrit sur le webinaire, vous recevrez automatiquement le lien pour pouvoir reconsulter ce webinaire. Aujourd'hui, nous sommes donc en présence de Monsieur Furley, qui est directeur de Solidarité Femmes 67 et qui va vous parler des violences domestiques et de l'entreprise, et également du docteur Fabien Beauchinger, qui est médecin du travail chez nous à AST 67. Un temps de questions sera prévu à la fin. Je vous inviterai également aussi, si vous avez des situations particulières ou autres, vous pourrez également contacter directement aussi Solidarité Femmes. Et pour les situations vraiment d'urgence, on vous invite aussi à contacter le 3919. Ce webinaire a été fait cette semaine, notamment suite à la journée du 25 novembre, qui est dédiée aux violences, quelles qu'elles soient, auprès des femmes. Donc, je vais laisser le docteur Beauchinger introduire le sujet, qui laissera ensuite la parole à Monsieur Furley. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue à ce webinaire consacré aux violences conjugales. Alors, cette année, si j'ai bien compris, on fera un peu plus large que l'année dernière. Donc, c'est comme la deuxième édition de cet événement, puisqu'on avait déjà organisé un événement l'année dernière, donc à l'occasion de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes. Je suis le docteur Beauchinger. Donc, je fais partie du groupe de travail au sein d'AST qui a mis au point une action annuelle sur cette thématique suite aux recommandations de la Haute Autorité de Santé. C'est des recommandations qui nous placent en tant que service de santé au travail comme des acteurs dans le repérage et l'aide aux femmes victimes, donc pour pouvoir les conseiller et surtout les orienter vers les ressources adéquates. Pourquoi est-ce que c'est une thématique pour nous, services de santé au travail, et aussi pour les employeurs? C'est que, aussi bien que lors des visites médicales chez nous qu'en entreprise, les femmes victimes de violences conjugales sont libres de l'emprise de leur conjoint et plus à même de s'exprimer et d'être aidées. Voilà. Donc pour les employeurs, par ailleurs, ça constitue un sujet de préoccupation légitime car ça peut avoir un impact sur la santé des salariés et l'ambiance de travail. Donc moi, je ne vais pas m'étendre longuement. Je vais faire un petit point tout à l'heure sur le rôle du médecin du travail et l'action qu'on peut avoir. Je vais laisser tout de suite la parole à Monsieur Furley pour faire sa présentation. Voilà. À tout à l'heure. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à la ST67 de nous proposer ce temps-là. Donc, moi, je suis effectivement Thomas Furley. Je suis directeur de l'association Solidarité Femmes 67. Nous sommes membres de la Fédération nationale Solidarité Femmes qui porte effectivement le 3919 dont Mallory vous a parlé juste avant. Je suis également membre du Haut Conseil d'égalité entre les femmes et les hommes et nous intervenons régulièrement sur l'ensemble des questions liées à la prévention des violences conjugales et à l'accompagnement, puisque notre association, pour le dire très rapidement, est une association qui existe depuis les années 1975. Nous allons fêter nos 50 ans effectivement l'année prochaine et notre mission principale a toujours été la lutte contre les violences faites aux femmes et notamment les violences conjugales, pour lesquelles nous avons développé 4 services d'hébergement logement pour femmes et enfants victimes de violences conjugales, donc à peu près 150 places sur Strasbourg et l'Eurométropole de Strasbourg. Nous avons un accueil de jour qui permet d'accueillir à peu près 350 à 400 nouvelles situations de femmes victimes de violences conjugales et de leurs enfants par an. Ça représente à peu près 2200 à 2500 sollicitations annuelles pour 3 travailleuses sociales, 3 écoutantes. Donc, c'est pour vous dire un petit peu la réalité du travail encore aujourd'hui sur la question des violences conjugales notamment. Nous avons ensuite une cellule d'écoute
psychologique pour les enfants, puisqu'aujourd'hui, comme vous l'avez certainement peut-être suivi avec les travaux de la CIVIS, mais aussi plus largement avec la loi, l'enfant est reconnu comme étant co-victime des violences conjugales, même si, entre guillemets, il n'est pas directement frappé ou violenté par son père, mais en tout cas, les stratégies qu'utilise l'auteur et que nous verrons dans ce webinaire touchent aussi les enfants d'une manière ou d'une autre, donc ils sont enfin considérés comme victimes. C'est pour ça qu'on a ouvert cette cellule d'écoute psychologique à destination des enfants victimes. Et puis nous avons un service formation pour lequel j'interviens ce matin et un observatoire local de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc voilà, une association où on a aussi bien l'accueil de jour que des dispositifs d'hébergement au logement, que des dispositifs de réflexion et d'accueil des enfants. Alors, juste pour vous donner quelques chiffres, peut-être que vous les avez en tête, mais c'est bien de se dire que malgré tout ce que nous disons, malgré tout ce que nous faisons, c'est une réalité, la question des violences conjugales ou des violences domestiques. Alors, domestique, pourquoi j'ai appelé ça violence domestique? Parce que c'est quelque chose d'un peu plus large qui sort simplement de la propre conjugalité ou qui peut encore être entendu entre un mari et une femme. Voilà, aujourd'hui, la question des violences dites conjugales, mais qu'on peut dire domestiques, c'est celle qui s'exerce au sein d'un foyer, d'une maison, d'une famille. Voilà. Et on a pu cette notion, comme vous pouvez l'avoir à un moment, de conjugalité qui impliquait la plupart du temps un mariage, etc. On a beaucoup de couples, il n'y en a plus. Voilà, c'est pour ça que j'ai parlé de violence domestique, mais on peut garder entre nous ce matin la dénomination violence conjugale. Voilà, j'ai précisé de quoi on parlait. On a aujourd'hui en moyenne 122 féminicides pour 208 000 situations de violence conjugale déclarées. Alors quand je dis déclarées, c'est des chiffres que vous pouvez trouver sur un site qui s'appelle Interstat et le site du ministère, tout simplement de l'Intérieur, puisque l'Interstat, donc les statistiques du ministère de l'Intérieur. Alors c'est un site où vous trouverez les statistiques des vols à main armée, les statistiques, etc., d'autres types, puisque c'est toutes les statistiques du ministère de l'Intérieur. Et dedans, il y a à chaque fois ce qu'ils appellent des infostats. Chaque année, ils les sortent début novembre autour des violences conjugales. Et donc, ces chiffres-là sont issus de cet infostat-là. On a au 39-19, donc je vous expliquerai en fin de présentation, à peu près en moyenne 97 000 appels traitables par an. Alors, quand je dis traitables, c'est j'ai enlevé les appels de ceux qui nous prennent, je ne sais pas, pour la SNCF et qui veulent qu'on leur change un billet de train, ou, moins rigolo, les appels des auteurs, des agresseurs qui appellent régulièrement et qui menacent, pour le dire simplement, les écoutantes. Donc on a un certain nombre d'appels comme ça. Donc voilà, les 97 000 appels en moyenne par an, c'est vraiment les femmes victimes de violences, tout type de violence. Et puis voilà, vous faites 97 000 divisé par 365 et ça vous donne le nombre d'appels par jour, ce qui est conséquent. On a aujourd'hui entre 100 et 110 000 viols déclarés. Encore une fois, c'est les viols déclarés, donc voilà, par an. Et on a en contrepoint seulement 1% des agresseurs et des auteurs qui sont punis. Donc c'est aussi toujours aujourd'hui, on travaille par exemple dans le cadre du HE sur la prise en compte de la parole des femmes victimes de viol pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a tant d'écart entre le nombre de viols déclarés et le nombre d'auteurs qui sont punis, puisque seulement 3-4% des dossiers vont en cour d'assises, ce qui est très peu par rapport au nombre de dossiers autour des viols. Et puis, comme je vous le disais juste avant, sur les départements du 67, on a à peu près en moyenne 400 nouvelles situations par an sur l'accueil de jour départemental. Je vous expliquerai en fin de webinaire, en fin de présentation, un petit peu notre rôle et comment vous pouvez solliciter l'accueil de jour départemental et qu'est-ce qu'on y fait avec une femme qui se présente, une femme victime de violences domestiques. Alors, ce que je vous propose, c'est de pouvoir voir quelques points qu'il me semble intéressant que tout le monde connaisse si on veut vraiment parler de la question des violences conjugales et notamment en entreprise, qui est notre thématique ce matin, parce qu'il y a, dans la deuxième partie de ma présentation, on va parler effectivement de l'entreprise et du rôle de l'entreprise avec différents types de situations. Mais il me semble important que tout le monde puisse être au moins sensibilisé, puisqu'on va avoir que 2 heures, donc on ne peut pas parler de formation, mais au moins sensibilisé sur la façon dont les agresseurs agissent d'une manière générale. Et quand je dis d'une manière générale, c'est que les 5 points que vous avez sous les yeux sont des points qui vont aussi bien correspondre aux agresseurs dans le cadre domestique que dans le cadre de la pédocriminalité, que dans le cadre du viol, que dans le cadre du viol hors couple, que dans le cadre de la traite des êtres humains et donc des violences prostitutionnelles. En fait, c'est une stratégie qui recoupe tous les types de violences
que l'on peut trouver. Et donc là, on a, comme vous l'avez sous les yeux, on a 5 points. Alors évidemment, là, on les voit les uns après les autres, mais il faut bien vous dire que dans la stratégie de l'auteur et dans la vie relationnelle où il y a de la violence, et bien ces 5 points, ils se vivent ensemble, ils se conjuguent ensemble, et puis on passe de l'un à l'autre sans aucun souci, même si, sans me contredire par rapport à ce que je viens de dire, un des premiers éléments quand même de la mise en place de la stratégie de l'auteur, c'est l'isolement de la victime. Isolement de la victime qu'on peut trouver dans toutes les sphères, aussi bien dans la sphère du travail, hein, c'est-à-dire comment, par exemple, un agresseur va déposer à l'heure pile une femme à son travail et va la chercher un petit peu avant, va la chercher à l'heure pile, va l'empêcher de manger avec ses collègues entre midi et 2, etc. Tout ça, ça fait partie de la fonction d'isolement. Va l'appeler à peu près toutes les heures sur son portable au niveau du travail ou va lui demander avec des textos effectivement comment les choses vont se passer. Donc ça, c'est isolé, c'est comment est-ce qu'effectivement l'auteur va mettre en place le fait que la victime n'est plus qu'une seule, une seule voix, c'est celle de son agresseur. Alors, comme j'ai donné quelques exemples au sein de l'entreprise, mais d'une manière générale, c'est à la maison, c'est je vais décider si tu peux sortir, je vais décider avec qui tu peux sortir, ou alors quand on invite des gens chez nous, c'est moi qui vais décider de qui je vais inviter, etc. Donc voilà, on a un certain nombre d'éléments. Alors il y a aussi l'isolement physique, hein. Nous, on a des situations malheureusement où madame, une des dernières situations qu'on a traitées où il y avait un isolement physique fort, c'est une dame qui a été séquestrée dans sa cave pendant un certain nombre de temps. Donc on a toutes ces façons d'isoler qui sont aussi bien physiques que psychiques, que sociales, de manière à ce que madame n'ait plus que la propagande de l'auteur, hein, pour le dire un petit peu le terme que j'utilise souvent, c'est effectivement, l'idée c'est qu'il n'y ait plus qu'une personne qui puisse évaluer ce que fait l'auteur, et toutes les personnes qui vont être qui pour l'auteur vont paraître un petit peu en deçà ou dont il va sentir elles ne vont pas adhérer, à son discours, elles vont être complètement isolées et de la victime. Et donc on a régulièrement des femmes qui viennent nous voir et qui nous disent que la question de j'ai plus le droit d'inviter mes frères et sœurs, j'ai plus le droit d'inviter mes parents, j'ai plus le droit de leur parler. Donc ça fait partie des stratégies de l'auteur. Deuxième, alors juste petite précision, je ne vois pas les questions si jamais vous en avez, puisque là j'ai l'écran, comme je partage mon écran pour que vous l'ayez sur les yeux. Donc si vous avez des questions, je crois qu'on vous a donné la possibilité de les mettre sur le chat à côté, et puis j'y répondrai lorsque j'aurai fini la présentation. Oui, M. Farley, il n'y a pas eu de questions, si ce n'est que la présentation sera-t-elle disponible à la fin, mais oui, ça je pourrais transmettre à la ST la présentation. Voilà. Donc le deuxième point de la stratégie de l'agresseur, c'est dévaloriser la victime. Alors dévaloriser la victime, ça a un but bien précis. C'est pas seulement utiliser sa force, c'est pas seulement utiliser les insultes, etc. Dévaloriser la victime, c'est vraiment toucher le point chez la victime de l'estime de soi. L'idée, c'est qu'elle soit, et si finalement on devait retenir quelque chose des violences conjugales, moi j'ai souvent cette petite phrase, c'est que finalement l'auteur va tout faire pour faire en sorte que la victime soit coupable de tout et capable de rien. Et c'est exactement ça, le principe de la valorisation, c'est de faire en sorte que la victime ait une estime de soi tellement basse qu'elle se dise, mais de toute façon, je ne suis plus capable de faire quoi que ce soit pour moi, pour les autres, pour mes enfants. Et on revient au premier point, de toute façon, il n'y en a qu'un à qui je peux me référer, et bien ça va être l'agresseur. Donc c'est pour ça qu'effectivement, la dévalorisation a vraiment c'est pas seulement encore jouir de sa force, c'est vraiment développer, et c'est le terme qui après l'impuissance a pris, c'est-à-dire faire en sorte que chaque femme victime sous l'emprise de son agresseur se dise à un moment, je suis capable de rien. Je suis capable de rien, je ne peux rien faire, et surtout pas pour l'auteur capable de partir, puisqu'on verra après pourquoi est-ce qu'un auteur a besoin de mettre en place ce genre de stratégie et le mécanisme de l'emprise, notamment vis-à-vis de femmes victimes de violences conjugales. Troisième point, c'est l'inversion de la culpabilité. Alors l'inversion de la culpabilité, c'est simplement tous ces faits et gestes qui vont renverser la culpabilité sur la victime. Alors on la verra plus particulièrement après dans le cadre du couple, dans le cycle des violences, on a un point particulier où ce transfert de la responsabilité ou l'inversion de la culpabilité a vraiment un point nodal dans le cycle des violences au sein des violences domestiques. Mais l'inversion de la culpabilité, ça va être effectivement tout ce qu'on va mettre en place d'une manière générale
pour faire en sorte que les victimes se sentent coupables au détriment des auteurs qui, eux, sont des réels coupables. Alors, je vais vous donner 2-3 exemples de comment est-ce qu'on peut inverser la culpabilité de manière sociale et comment est-ce qu'on partage malheureusement cette inversion de la culpabilité. Notamment, là, on a reçu dans une association partenaire de la Fédération nationale, on a reçu une jeune fille de 19 ans qui sortait d'une soirée étudiante. Et pendant cette soirée étudiante, elle a été violée et elle nous dit d'emblée, j'ai été violée parce que j'ai bu. Donc là, on voit bien comment l'inversion de la culpabilité de la jeune fille a été incorporée par cette jeune fille-là, puisqu'elle dit qu'elle a été violée parce qu'elle a bu. Or, on sait tous qu'elle a été, tous et toutes, qu'elle a été violée parce qu'il y a des garçons, des gars qui ont profité de son état d'ébriété, de sa fragilité, de sa vulnérabilité, parce qu'elle avait décidé de faire la fête, et non pas parce qu'elle avait décidé de faire la fête. Vous voyez, l'inversion de la culpabilité, c'est ça. Ou un autre exemple que je donne souvent, qui s'est passé sur un des commissariats sur la ville de Strasbourg, où une infirmière libérale dépose plainte parce qu'elle a été agressée dans le cadre de son travail par un patient chez qui elle allait faire des soins. Le policier qui prend la plainte lui demande la question de comment elle a été habillée. Alors cette question, elle a son sens à partir du moment où, dans le cadre notamment de l'enquête, le fait de savoir que la personne porte encore les habits avec lesquels elle a été agressée nous permet, en tout cas permet aux enquêteurs de pouvoir trouver éventuellement des traces d'ongles, de cheveux, excusez-moi aussi peut-être si dans le cas de viol, des traces de sperme, etc. Et ça, on a besoin de savoir effectivement si ce sont les habits, puisque une douche ou un passage des habits avec lesquels on est agressé à la machine à laver, ça enlève quasiment 90% de chances de pouvoir retrouver des preuves. Donc cette question-là, elle a du sens si on cherche des éléments de preuve. Par contre, dans ce cadre-là, le policier a continué, la dame lui demande « mais pourquoi vous me posez cette question ?» et la dame lui demande, le policier lui répond « parce que comme vous êtes infirmière, vous étiez peut-être habillée comme une infirmière, sous-entendu effectivement, c'est ce qu'elle nue sous la blouse, et donc on pourrait comprendre que vous y étiez agressé. » Donc ça, c'est de l'inversion de la culpabilité. Et puis, il y a d'autres types d'inversion de la culpabilité au quotidien. Moi, j'interviens aussi auprès des jeunes en école de management, à Sciences Po, etc. Et souvent, je pose la question aux jeunes filles, est-ce qu'il vous est arrivé, et combien de fois vous est arrivé de changer de trottoir parce que vous vous sentiez en insécurité, de décider quelle tenue vous alliez porter pendant la soirée et après la soirée parce que vous ne savez pas ce qui va vous arriver après la soirée, de changer de basket ou de talons, enfin de passer de chaussures de soirée à des baskets pour pouvoir courir plus vite, d'appeler une copine en disant je sors de la soirée, je reste avec toi au téléphone jusqu'à ce que je sois à la maison parce que je ne sais pas ce que je risque. Et ça, c'est une inversion de la culpabilité, puisque comment est-ce qu'aujourd'hui encore en 2024, parce qu'on est d'un sexe et qu'on a une façon de s'habiller et qu'on est à 3 heures du matin à un endroit, pourquoi est-ce qu'on risque encore quelque chose, vous voyez? Et c'est ça l'inversion de la culpabilité. Donc c'est tout ce qu'on met en place pour effectivement se dire que la victime, elle a peut-être un petit peu cherché, elle n'avait pas à se balader à telle heure, à tel endroit, dans telle tenue, c'est un peu de sa faute. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut combattre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et on l'a largement, ça a été largement médiatisé avec le procès d'Yvonne de Mazan, inverser la culpabilité, c'est remettre, il y a les deux choses, il y a inverser, la honte doit changer de camp et la culpabilité aussi, ça vient de ce que j'essaie de vous montrer là en ce moment. Quatrième point de la stratégie de l'agresseur, c'est terroriser, vampiriser. Alors terroriser, c'est pas seulement, encore une fois, avec la force physique, ça peut l'être avec la force physique, avec les armes, nous malheureusement on connaît ces situations-là, mais c'est aussi la terreur psychique, c'est-à-dire comment est-ce que, parce que si vous avez un petit peu, si j'ai été clair dans ce que je viens de vous dire, en étant isolé, en étant dévalorisé, en pensant que c'est tout le temps elle la coupable, et il y a ce schéma mental qui va être au sein de chaque femme victime de violence qui va dire qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui va m'arriver si je ne fais pas ce qu'il me demande, et deux, est-ce que je suis capable de faire autre chose de ce qu'il me demande. Je vais vous donner deux exemples qui sont assez illustrants de cette terreur ou de la vampirisation psychique. Nous, on a une femme qui est venue à l'accueil du jour et qui nous a dit « moi, je ne dors plus depuis des nuits ». On a acheté une nouvelle cafetière. Le café doit couler, alors je ne sais plus l'heure, on va dire 7 heures, à 7 heures du matin. Vous savez, des cafetières qu'on pouvait programmer, des cafetières programmables. Et on se disait, une fois la cafetière s'est pas déclenchée, je ne sais plus pour quelle raison, et j'ai failli mourir. Et donc depuis, cette dame ne dormait pas parce qu'elle se levait 2-3 fois par nuit pour être sûre qu'il n'y avait pas une panne d'électricité, que l'eau était bien mise, que la dose de café était la bonne et que la cafetière n'était pas en train de tomber en panne. Donc c'est ça la terreur psychique, c'est comment je vais effectivement orienter toutes mes pensées vers
vers l'auteur, vers la façon dont l'auteur va se comporter. D'autant plus que l'auteur, et ça, c'est un des éléments de la stratégie de l'auteur qu'on peut trouver aussi en entreprise, c'est l'auteur va souffler le chaud et le froid. Je vais donner un exemple. Un auteur qui a checké, entre guillemets, le Facebook de sa compagne, il a vu qu'elle était amie avec un de ses potes sur Facebook. Et donc, il est parti dans une colère folle. Et 30 secondes après, en fait, il lui a mis la main sur la joue en lui disant « Écoute, je suis désolé, mon amour, de m'être emporté comme ça. En fait, je trouve ça cool que tu sois ami avec mon copain sur Facebook. » Il y a un film pédagogique qui reprend cet exemple-là et qui, effectivement, dans la réalité, est tout à fait réel. Comment est-ce qu'en 1 minute, pour le même geste, en fait, une femme victime conjugale ne va pas savoir ce qui va lui arriver. Là, elle a cliqué sur Facebook pour être amie avec un copain à son conjoint. Et ce simple fait, en 1 minute, elle a en même temps risqué d'être, en tout cas, elle a vécu déjà des violences verbales, des violences physiques au sens propre du terme, mais 30 secondes après, finalement, il s'est excusé, il a dit pardon, il lui a mis la main sur la joue et il a dit finalement, je trouve ça cool. Et ben, c'est exactement ça la terreur psychique, c'est comment vous voulez, comme tout se passe sur ce modèle-là, que ce soit la cuisson des pâtes, que ce soit l'éducation des enfants, que ce soit sa présence sur les réseaux sociaux, l'utilisation du téléphone portable, vous ne savez pas du tout ce qui va vous arriver avec un geste totalement anodin. Vous ne savez pas si, pour le dire de manière très caricaturale, vous allez vous prendre des coups ou où il ne va rien se passer, ou au contraire, il va dire que c'est chouette et qu'il trouve ça cool. Donc c'est ça, la terreur, c'est pour ça qu'on parle de terreur ou de vampirisation psychique. Et puis, dernier point de la stratégie de l'auteur, c'est que l'auteur va chercher tout le temps à protéger son impunité. Alors, l'impunité, comme son nom l'indique, l'impunité, c'est chercher à ne pas être puni. Et donc, effectivement, c'est comment est-ce que tous les auteurs vont chercher à ne pas être punis. Alors, il y a différentes modalités de cette protection de l'impunité qu'on peut trouver sur les lieux de travail aussi, puisque c'est souvent les retours qu'on a, c'est que c'est souvent des gens qui sont des travailleurs modèles, entre guillemets, sur lesquels on ne peut rien leur reprocher. Parce que justement, ils sont modèles et du coup, on ne peut pas croire qu'un travailleur modèle, aussi sympa avec ses collègues, qui fait son travail aussi bien, puisse être à la maison un agresseur. Donc, il y a la façon dont on va se présenter socialement et puis il y a aussi la façon dont on va délégitimer le discours de sa compagne. Si par exemple, et ça c'est un exemple encore concret qu'on a rencontré à l'accueil de jour, une femme va déposer plainte dans une brigade de gendarmerie en milieu rural dans le département du Bas-Rhin. Et en fait, l'auteur était connu des gendarmes, donc les gendarmes l'ont appelé et il a dit, de toute façon, vous savez, je vous avais toujours dit qu'elle n'était pas très très bien, qu'elle était un petit peu malade psychologiquement, donc il ne faut pas trop croire ce qu'elle va raconter. Donc protéger son impunité, c'est aussi délégitimer le discours, c'est en même temps se montrer socialement sous un jour tellement avantageux qu'on ne puisse pas croire qu'à la maison vous puissiez être un agresseur, mais c'est aussi délégitimer la parole d'une manière ou d'une autre, la parole de la victime. Donc ces 5 points de la stratégie-là sont vraiment importants parce qu'on peut les retrouver à différents niveaux. On peut les retrouver aussi si vous avez par exemple un couple salarié dans l'entreprise, ce qui arrive, un couple salarié dans votre entreprise et vous sentez que constamment le conjoint parle de manière négative de sa conjointe, pourtant sur le même lieu de travail, c'est des éléments qui peuvent effectivement vous alerter, notamment si madame est plutôt isolée, madame est plutôt renfermée, etc., etc. Donc ça, on verra après, mais en tout cas, connaître cette stratégie de l'auteur, de l'agresseur, je crois que c'est important puisqu'elle s'applique, comme je le disais avant de la présenter, dans l'ensemble des sphères où peuvent se dérouler des violences et quel que soit le type d'agression ou de violence. Plus spécifiquement, dans le cadre des violences domestiques, c'est surtout une psychosociologue américaine qui s'appelle Lenore Walker, qui a théorisé ce qu'on appelle le cycle de la violence. Alors peut-être que certains et certaines d'entre vous ont déjà vu, entendu ou ont déjà un petit peu étudié. Dans ces cas-là, je m'en excuse. Je vais peut-être répéter des choses que vous connaissez déjà, mais il me semble important de pouvoir reprendre cette stratégie de l'agresseur que je viens de vous présenter et l'appliquer spécifiquement dans le cadre des violences domestiques, puisque c'est vraiment pour ces raisons-là, et ça peut être aussi important vous dans le cadre du travail, si vous êtes
en face d'une situation de violence conjugale, de ne pas pousser et de ne pas culpabiliser une femme qui décide, qui vous a parlé de violence conjugale, mais qui pour autant, le soir, retourne encore au domicile. Vous savez très bien qu'il y a des violences conjugales, mais pour vous, ça vous paraît totalement hallucinant qu'elle puisse vous raconter ça et en même temps, le soir, rentrer à la maison. Et bien, c'est parce que, au-delà de la stratégie de l'agresseur, il y a un cycle qui se met en place. Et ce cycle-là, eh ben, on n'en sort pas aussi facilement que ça, puisque, alors c'est une moyenne, les chiffres que je vais vous donner là, c'est une moyenne. On estime qu'il faut entre 4 et 7 allers-retours pour qu'une femme qui vit de la violence au sein du domicile puisse effectivement s'extraire durablement des violences. Alors, quand je dis 4 à 7, je vous dis de prendre, c'est des moyennes, et comme toutes les moyennes, il faut les prendre avec quelques prudence, puisqu'il y a des femmes qui partent à la première insulte ou à la première violence physique, par exemple, et il y en a d'autres qui partent au bout de 30 ans, comme ça nous est déjà arrivé d'en rencontrer à l'association Solidarité Femmes 67, mais l'importance pour vous de connaître ce cycle, c'est de se dire, si jamais dans votre milieu professionnel ou ailleurs, hein, mais là, puisqu'on parle, il y a des violences conjugales en entreprise, mais donc si jamais vous êtes en prise avec une situation de violence d'une collègue qui vient vous en parler, eh ben, il ne s'agit pas forcément de la prendre par la main et de lui dire, bon, ben maintenant tu sors et tu vas faire ce que je te dis. D'une part, parce que vous répétez la situation d'infantilisation dans laquelle elle est déjà avec son conjoint, et d'autre part, parce que ce qu'on a vu, nous, c'est que faire à la place d'eux, c'est souvent à ce moment-là alors elle va vous suivre, mais au moment où elle sera de nouveau toute seule face à elle-même ou face à son conjoint ou face à ses enfants quand il y a des enfants, eh ben, elle risque effectivement de dire j'étais pas prête, donc je vais retourner chez le conjoint. Le problème de ces allers-retours qui sont provoqués par des tiers, même si le tiers le fait avec bienveillance, c'est que le conjoint lui va en profiter en disant voilà, d'une part, tu n'es même pas capable de partir, et puisque tu as déjà essayé de partir, je vais augmenter l'intensité des violences ou les formes de violence avec lesquelles je te contrains déjà et tu es déjà sous mon emprise. Donc c'est pour ça que je vous présente ce cycle-là. Comme vous l'avez vu, donc il y a 4 phases qui sont effectivement assez prévisibles une fois qu'ils sont installés et qui deviennent de plus en plus violents. C'est pour ça qu'on appelle la spirale de la violence, puisque à un moment, quand la violence est installée dans le couple, la phase 3 et la phase 4 peuvent ne plus être utilisées par l'auteur. Sachant que c'est l'auteur qui décide effectivement de passer de la phase 1 à la phase 2, de la phase 3, etc. C'est lui qui décide de quand est-ce qu'on passe d'une phase à l'autre. Et il n'y a pas de temporalité particulière par rapport à une phase. On ne peut pas dire le climat de tension, il dure une semaine, l'agression, elle dure 2 jours, la phase 3, elle dure 3 semaines, et la phase 4, elle dure 3 semaines. Ça ne marche pas comme ça. Chaque situation de violence est tellement singulière que les auteurs, en fonction de la menace dont ils ressentent les choses, puisque d'un côté, il va y avoir le mécanisme de la peur chez la victime, mais l'auteur se sent complètement menacé par le système verrouillé, enfin, ou par le fait que le système qu'il a mis en place et qu'il verrouille exprès puisse à un moment sauter. Donc, c'est quand il sent qu'il y a une menace, qu'elle soit extérieure ou intérieure, c'est-à-dire qu'elle vienne de la femme ou qu'elle vienne de quelqu'un d'extérieur, qui risque de faire sauter son système, qu'il va passer ou qu'il va changer de phase. Et donc, c'est à ce moment-là que lui va décider effectivement de passer d'une phase à l'autre. Donc, vous avez les 4 phases. Phase 1, c'est donc ce qu'on appelle la phase de climat de tension. Alors, si vous tapez sur un moteur de recherche quelconque, vous aurez un certain nombre de cycles de la violence avec d'autres noms de phases. Mais l'idée, ce n'est pas de retenir forcément des noms, c'est de comprendre la façon dont est prise la victime dans ce cycle-là. Donc, la première phase, c'est donc ici climat de tension. Donc, climat de tension, en fait, grosso modo, pour le dire vite, c'est l'auteur va... donne le message suivant, si tu ne m'écoutes pas, tu vas voir ce qui va se passer. Et c'est pour ça que la victime, la femme, marche sur des œufs, se centre complètement sur le conjoint pour éviter de passer à la phase 2. C'est une phase où la peur s'installe en disant « mais si je ne fais pas ce qu'il me dit, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Voilà, c'est exactement ça, c'est un peu une phase d'anxiété. Sachant que, de toute façon, arrive la phase 2, puisque une fois que l'auteur, l'agresseur, pense qu'il a besoin, parce qu'il se sent menacé, de passer à la phase 2, il va passer à la phase 2. Donc, la phase 2, c'est la phase d'explosion de l'agression. Sur les différents types de violences. Alors, ça me permet de faire un petit point sur les différents types de violences qui peuvent exister au sein du couple et d'une manière générale. On en a 6 qui sont bien définies. Alors, il y a les violences physiques, évidemment, qui sont les violences auxquelles on pense le plus rapidement, mais qui ne sont pas forcément… Alors, dans 60% des cas, il y a effectivement des violences physiques, hein, notamment au 39-19.
quand les femmes nous appellent, dans 60 à 70% des cas, il y a des violences physiques. Mais elles ne sont pas toutes là au démarrage de la relation. C'est ça qu'il faut aussi comprendre, c'est que le démarrage d'une relation violente ne commence pas forcément par de la violence. Il y a toujours une phase, et c'est le principe du mécanisme d'emprise qu'on verra très très vite après, il y a toujours une phase de séduction, d'accord, et c'est pour ça qu'effectivement ce cycle il fonctionne aussi, puisque comme on commence avec une phase de séduction, quand l'auteur va essayer de se faire pardonner, eh ben, on va essayer de croire qu'on va retrouver l'homme qu'on a séduit ou qui nous a séduit quand on avait démarré la relation. Donc, premier type de violence, c'est des violences donc physiques. Après, nous avons les violences psychologiques qui sont, elles, quasi tout le temps présentes. Donc, on l'a vu un petit peu avec la stratégie de l'auteur qui consiste en dévalorisant la victime, en l'humiliant, lui tenant des propos dégradants. Et elles ne sont pas forcément associées au troisième type de violence, qui sont les violences verbales. Généralement, on associe, parce qu'effectivement, pour insulter, il faut qu'on utilise généralement la parole. Donc, les violences verbales, les cris sont souvent associés aux violences psychologiques, mais pas uniquement, parce qu'on peut avoir des violences psychologiques qui ne sont pas du tout verbales. Je vais vous donner un exemple qui s'est passé à Solidarité Femmes 67, où on hébergeait, avant qu'on héberge une femme et ses deux filles, une des deux petites filles avait pris du temps pour faire un dessin à son papa qui était au travail. Il rentre du travail, la petite fille lui donne son dessin. Ce que fait le père, c'est sans même regarder la fille, il prend le dessin, déchire le dessin, il le met à la poubelle. Donc ça, c'est une violence psychologique. Alors là, comme je le disais, pour nous, on parle des violences faites aux femmes parce que voilà, dans 90% des cas, c'est elles qui sont victimes des violences dans le cadre du couple, mais il y a aussi les enfants. Et donc ça, c'est des violences psychologiques qui n'ont pas eu besoin de la parole. C'est une violence psychologique, par contre, qui n'a pas eu besoin de la parole pour pouvoir être perpétrée. Donc, violence physique, psychologique, verbale. Ensuite, il y a les violences qu'on voit un petit peu moins, mais qui sont tout autant présentes, c'est les violences économiques et administratives. Violence économique, c'est l'impossibilité pour la femme d'aller travailler, ou quand elle est sur son lieu de travail, de la contrôler d'une manière générale, ou de ne pas lui permettre de jouir de son propre salaire. C'est pour ça que nous, on a eu à un moment, maintenant c'est beaucoup moins, mais il y a quelques années, on avait des salaires qui étaient versés sur des comptes joints. Et ça, nous, voilà, ça c'est, puisqu'il y avait le nom de madame aussi, donc potentiellement c'était possible. Donc nous, on a beaucoup alerté. Maintenant, ça se fait beaucoup moins, donc maintenant, normalement, chacun a son compte, mais il y a encore des fois des possibilités que ça arrive. Il y a la possibilité aussi de faire en sorte que madame, monsieur, c'est une violence économique, par exemple, monsieur, là, et c'est le cas d'un couple qu'on a en ce moment, où madame est venue chez nous, monsieur travaille en Allemagne, il gagne un très très bon salaire, autour de 10 000 € par mois. Par contre, il interdit à madame ils habitent tous les deux en France, lui est transfrontalier, pardon. Madame n'a pas le droit de travailler. Et monsieur lui donne joyeusement 150 € par mois pour pouvoir vivre avec les enfants et garde le reste de son salaire. Donc voilà, donc ça c'est des violences économiques. Les violences administratives étant celles effectivement qui sont de l'ordre de, pour les femmes par exemple qui ont besoin, qui sont venues sur le territoire français par le biais d'un regroupement familial, qui ont besoin de justifier donc de la vie privée familiale pour avoir un titre de séjour, et ben monsieur se présente plus à la préfecture, c'est la confiscation des papiers des enfants, la confiscation des papiers de madame, etc. Donc toutes les violences, c'est le fait de dire bah, je paye le loyer puis finalement je ne le paye pas, et quand les dettes arrivent, et ben, c'est d'obliger madame à signer la reconnaissance de dette pour que ce soit la seule à devoir payer la dette, alors que monsieur avait dit je m'occupe de payer le loyer, ne l'a jamais fait, et c'est madame qui doit payer un loyer. Tout ça, c'est des situations réelles, hein, c'est pas des choses que j'invente, hein, c'est des situations qui nous sont remontées, ou alors des situations où monsieur a contraint madame à signer un prêt pour une voiture, monsieur utilise la voiture et madame paye le prêt d'une voiture dont elle ne verra jamais la couleur. Donc violence économique administrative, violence physique, violence psychique, psychologique, violence verbale. On a aussi les violences sexuelles que je dissocie des violences physiques. Alors même si généralement toute violence sexuelle est accompagnée de violences physiques, sauf celles qui sont liées à ce qu'on verra après, le dernier type de violence, la cyberviolence. Donc dans les violences sexuelles, moi je les dissocie des types de violences parce que l'idée c'est de comprendre aussi que dans les violences sexuelles, il y a cette notion encore très présente qui était inscrite dans le code à un moment, c'est la violence, le devoir conjugal. Alors je fais une petite parenthèse là, comme mon bureau est sur l'avenue des Vosges, j'ai fermé les fenêtres, mais là il y a une manifestation d'agriculteurs, je crois, avec des klaxons.
peut-être que vous les entendez. Je ne sais pas si, du coup, je vais être encore audible. N'hésitez pas à me dire si je suis encore entendu ou pas. Du coup, violence sexuelle, donc oui, la notion de devoir conjugal qui était inscrite à un moment dans notre code civil et qui n'existe plus depuis quelques années maintenant, mais on a toujours cette idée, et nous on travaille toujours avec les femmes qui viennent nous voir et qui disent mais c'est mon mari, il a le droit, etc., etc. Alors nous on dit non, et notamment avec la question du procès des viols de Mazan, nous on rappelle aussi la définition pénale du viol. Qui est importante à entendre. Alors, vous m'entendez encore ou je dois stopper? Ce que je vous propose, M. Verlet, c'est juste de faire une petite pause de minutes parce qu'on entend vraiment les klaxons. Ah oui, et pourtant, les portes sont, les fenêtres sont fermées. Les fenêtres sont fermées. Donc, je vous propose, je regarde juste où ils en sont. C'est les aléas du direct, ne vous inquiétez pas. Oui, c'est ça. Bah, on entend juste, j'attends juste 2 minutes alors. Il n'y a pas de souci. Ça me permet de prendre connaissance des questions. Des questions, ouais. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Et vous m'avez devancé du coup. Voilà, c'est ça. Je vais les prendre, je vais les noter, puis j'y répondrai. Oui. Ça va mieux? Je pense que j'ai l'impression que oui, on a encore quelques-uns, mais écoutez, là, ça va quand même. Je vous propose de reprendre et si vraiment c'est trop fort, je vous dirai. Vous inquiétez pas. Ok, d'accord. Alors je reprends. Donc j'étais sur la. Alors je vais juste remettre mon diaporama. Voilà. Donc j'en étais sur la question des violences sexuelles. Donc il y a donc nous on travaille et on met en avant la définition effectivement pénale de viol, puisque dans cette définition pénale, et elle est importante, il y a tout, donc la définition, c'est tout acte de pénétration commis sous la contrainte, la menace, la surprise ou la violence. Et donc quand on amène ça, souvent, ça permet de comprendre aussi si on a été victime de surprise, quel type de contrainte il y a. Alors la violence ou la menace, effectivement, la menace, si tu fais pas ça, tu vas voir. Et donc du coup, ça peut faire prendre conscience aux victimes qu'il y a effectivement qu'il y a une violence, qu'il y a eu un viol, et c'est pour ça que la question des violences sexuelles, elle se traite un petit peu différemment parce que nous, on a encore pas mal de victimes qui viennent nous voir et qui nous posent la question qui ne se rendent pas compte que effectivement l'agissement dont elles ont été victimes rentre sous la loi et sous notamment la définition pénale du viol. Et puis, dernier type de violence, c'est ce qu'on appelle les cyberviolences qui prennent de plus en plus d'ampleur, et qui prennent plusieurs formes aussi. Ça peut être tout ce qui est contrôle du téléphone, du smartphone, des réseaux sociaux, comme l'exemple que je donnais avant. Ça peut être aussi la question de diffuser sur Internet des vidéos dont on avait promis à la conjointe qu'elle serait prise, qu'elle resterait dans l'intimité du couple. C'est aussi toutes les fois qu'on a, et c'est de plus en plus, où les femmes sont recrutées par un homme, et notamment là, nous en Alsace, on a une situation d'un homme qui a porté son DVU sur des femmes asiatiques et qui les fait venir les unes après les autres sur le territoire français par intermédiaire de sites de rencontres, et qui après, ça ne devient plus des cyberviolences, ça devient des violences physiques, puisqu'après, on peut parler quasiment d'esclavage sexuel et domestique. Donc voilà, à la limite de la raison du réseau de traite et des violences prostitutionnelles. Donc les cyberviolences, c'est toutes les violences qui vont effectivement pouvoir se faire par l'intermédiaire des réseaux sociaux, des mails, et notamment dans le cadre du travail. C'est pour ça que je parlais des mails. Ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est que, comme on le sait, et
Beaucoup de mails aussi ou de textos perso arrivent pendant les heures du travail, ça fait partie du jeu, mais c'est comment effectivement il y a une persistance de la présence du conjoint qui, s'il ne peut pas être sur le lieu du travail, va continuer effectivement à utiliser les réseaux sociaux, à utiliser les smartphones, à utiliser le mail, etc. pour pouvoir continuer à maintenir sa pression et ses violences sur la victime. Donc ça, c'est lors de la phase 2. Donc pour revenir sur le site, là, je fais une petite parenthèse sur le type de violence, mais donc phase 2, après le climat de tension, il y a la phase d'agression d'explosion. Et dans cette phase d'agression d'explosion, on a effectivement chez la victime un mélange de sentiments, puisqu'elle est généralement en état de choc, elle est généralement humiliée, honteuse de ce qui est en train de se passer, mais elle est aussi en colère, et c'est généralement, entre guillemets, quand je dis généralement, c'est lié à dans cette phase ou à partir de cette phase, parce que rien n'est figé en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et en matière de compréhension des violences conjugales, mais c'est dans cette phase ou à partir de cette phase que elle va se dire maintenant c'est trop, là j'ai failli mourir, j'ai peur de mourir, et il va y avoir des démarches de dépôt de plainte, d'un des allers-retours dont je vous parlais tout à l'heure, parce que là il y a eu quelque chose de trop, elle s'est sentie menacée, ou alors les enfants lui ont dit que c'est fini, ou alors pour elle le seuil de tolérance, parce que les femmes victimes de violences conjugales, elles mettent en place un certain nombre de facteurs de protection. Et dans ces facteurs de protection, à partir du moment où ils sautent, où ils sont plus suffisants, où elles estiment qu'ils sont plus suffisants, et bien effectivement, et c'est souvent après des phases d'agression violente qu'elles décident d'aller porter plainte ou autre. Et c'est à partir de ces phases-là ou pendant ces phases-là que ça se produit. Après la phase 2, il y a la phase 3 qui est ce qu'on appelle, alors vous avez plusieurs dénominations, là c'est justification accalmie, mais il y en a qui disent aussi transfert de responsabilité, puisque c'est dans cette phase-là où finalement, cette troisième phase-là, où l'auteur va utiliser, le conjoint va justifier ou minimiser son comportement, il va se déresponsabiliser, et comme on a vu tout à l'heure avec l'inversion de la culpabilité, il va reprendre la question de la culpabilité et il va la transférer sur la victime. Et du coup, le problème, c'est que cette phase, elle fonctionne très bien, puisque la conjointe va chercher des explications à la violence du conjoint et elle va vraiment se sentir responsable des gestes posés à son égard. Dans les justifications que le conjoint va utiliser, ça va être, tu sais que je suis violent uniquement lorsque je bois, par exemple, ou parce que j'ai vécu des violences infantiles. Alors, c'est sûr qu'il y a un lien de corrélation entre les violences infantiles et les violences à l'âge adulte. Mais je dis bien un lien de corrélation, pas un lien de cause à effet. D'accord ? Il faut bien dissocier les choses. Il n'y a pas 100% d'enfants qui ont vécu des phases de violence infantile qui vont devenir des agresseurs, comme il n'y a pas 100% de filles qui ont vécu des situations de violence infantile qui vont devenir des femmes victimes de violence conjugale. Donc, il y a un lien de corrélation, c'est sûr, hein, puisque quand la violence fait partie soit des réponses, soit des moyens de défense, et ben forcément, c'est des choses qui vont se perpétrer à l'âge adulte aussi, mais ce n'est qu'un lien de corrélation, puisque nous, on a, et fort heureusement, vu plein de situations où les enfants ont été victimes, mais n'ont pas reproduit des situations de violence à l'âge adulte. Et après la phase 3, donc cette phase de justification, d'accalmie, de déresponsabilisation, de transfert de responsabilité, se passe la phase 4, où l'auteur va effectivement s'excuser, va dire, par exemple, en phase 3, si jamais il a dit je ne suis violent que lorsque je bois, pour reprendre cet exemple, et en phase 4, il va promettre qu'il va partir en cure, qu'il va arrêter de boire. Si par exemple il argumente sa violence avec les violences infantiles qu'il a vécues dans son enfance, il va dire je vais me faire suivre, on va trouver un psychothérapeute, etc. Voilà, donc il y a cette phase 4 donc, où il va demander pardon, il va exprimer des regrets, et puis il va effectivement faire promettre des choses. Et cette phase 4, elle fonctionne aussi, puisque c'est ce que je vous disais un petit peu avant, comme généralement la plupart des relations, je dis bien la plupart, hein, il y a des relations qui commencent avec l'arme sur la table ou des mariages forcés, donc là on n'est pas dans ces situations-là, mais la plupart des relations commencent par une phase de séduction. Et donc à ce moment-là, il y a toute la question chez la victime de se dire je ne me suis pas tant trompé que ça de choisir cet homme-là qui était quand même, ou qui est souvent bien. C'est aussi l'homme que j'ai choisi quand il y a des enfants, c'est aussi l'homme que j'ai choisi pour être le père de mes enfants. Et donc effectivement, on est dans une phase où il y a un souhait de redonner la chance, de se dire je ne me suis pas tant trompé que ça,
et de aussi travailler, et c'est tout le travail de l'accueil de jour, hein, quelle est l'implication effectivement dans ce que je vais redonner comme chance à l'auteur des violences, où est-ce que moi je me situe, est-ce qu'effectivement je leur donne une chance, mais en limitant un certain nombre de choses, en disant la prochaine fois, et c'est pour ça qu'on parle de ces allers-retours et qu'il y a plusieurs allers-retours, c'est effectivement ces chiffres-là nous montrent que nous on appelle ça plus dans notre jargon, on appelle pas ça des allers-retours, mais des ruptures évolutives. Parce qu'à chaque fois qu'une femme va se dire je pars et va essayer de partir, même si elle revient après, elle va jamais revenir de la même manière qu'avant. C'est-à-dire qu'elle va se dire là ça je vais plus autoriser, ça je vais plus permettre, ça je vais essayer de faire. Et au moment, enfin dans la période où elle est partie, elle retrouve aussi sa capacité de pouvoir agir, puisque je vous disais que dans la stratégie de l'agresseur, il y a toute la question de la dévalorisation qui touche la capacité d'agir. Elle va retrouver aussi sa capacité d'agir. C'est pour ça qu'on parle de rupture évolutive. Et au-delà des chiffres, je vous donnais une moyenne de 4 à 7 allers-retours qui sont des moyennes au regard de nombre de plaintes déposées, au nombre de femmes qui viennent dans les associations et qui repartent, etc. Au-delà de ça, il faut bien comprendre que ces ruptures, et c'est pour ça que des femmes en auront besoin de plus que d'autres, parce que certaines vont se dire plus vite, vont reprendre vie, vont reprendre confiance dans leur capacité plus rapidement que d'autres. Et c'est dans cette phase 4 que va se situer un petit peu ces réflexions en disant bon, je vais redonner une chance, ok, je retourne, mais par contre, ça va plus se passer comme ça. Ou alors, je lui redonne une chance parce que je pense en être totalement amoureuse, parce que c'est l'homme de ma vie, et puis pour certaines, c'est pour celles pour lesquelles ça dure le plus longtemps, la sortie des violences, ça peut être aussi simplement ça. Voilà pour le cycle de la violence. Donc, important à comprendre que s'il existe dans la majeure partie des situations où il y a de la violence conjugale dans le cadre domestique, il faut bien comprendre que si, en tant que personne qui pouvait recevoir un discours de violence conjugale, prendre par la main la personne et lui dire maintenant tu t'en vas, maintenant tu portes plainte, maintenant tu fais ça, là où elle en est dans son cycle, c'est pas forcément l'aider, et c'est surtout la mettre face à des représailles dont vous ne serez pas, vous, présent au moment où les choses risquent de se passer. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir ces notions-là en tête si jamais on est dans des situations, face à des situations de cycle de la violence, enfin en tout cas de femmes victimes de violences conjugales au sein du travail. Alors, pourquoi un auteur a besoin de mettre en place une relation d'emprise ? Pour différentes raisons que je vais très rapidement évoquer et que vous avez sous les yeux. Alors, hors des catégories psychiatriques proprement dit que peuvent être la jalousie pathologique et tout ce qui est paranoïa, en fait, on retrouve les agresseurs de manière… Alors, il n'y a pas d'agresseur type, il n'y a pas de profil type d'agresseur, comme il n'y a pas de profil type de victime. Et vous avez sous les yeux un certain nombre d'éléments qui se sont retrouvés chez l'ensemble des auteurs, notamment sur des études anglo-saxonnes. Nous, en France, on est encore un peu en retard par rapport à ça, mais des études anglo-saxonnes qui ont toutes montré que chez les auteurs, vous aviez soit les 5 points, soit un des 5 points qui est présenté, que je vous présente là, donc une anxiété de séparation et une confrontation en vie intérieure. C'est pour ça qu'au moment des départs, il y a soit une intensification des violences, soit d'autres formes de violence. Si par exemple, entre guillemets, l'agresseur n'utilisait que des violences psychiques, verbales, économiques et pas de violences physiques, il se peut qu'au moment du départ, ou quand il sent qu'il y a un départ qui se prépare, il puisse utiliser la violence physique parce qu'il y a une anxiété de séparation qui est réelle, il y a une confrontation à l'intérieur qui lui est insupportable. Et si vous voulez, les 5 points que vous avez sous les yeux, enfin les 4 parce que le dernier est un peu différent, mais les 4 premiers points, c'est pour ça qu'un auteur ou qu'un agresseur a besoin de mettre en place une relation d'emprise, un système totalement verrouillé. C'est parce que de cette anxiété de séparation, de cette fragilité d'amour-propre, de cette nécessité de se protéger de la souffrance parce que lui n'est pas en capacité d'avoir travaillé et d'avoir développé les outils de gestion de la souffrance, et de cette question d'empathie va faire en sorte que pour se structurer et se tenir subjectivement seul, il va devoir il est dans la nécessité de mettre en place un système où il y aura un objet qui va porter pour lui ses anxiétés, qui va porter pour lui et qui va croire qu'il n'a pas cette fragilité d'amour-propre, qui va le protéger de la souffrance dans le sens où lui ne va pas souffrir, donc il va faire souffrir un autre. Et c'est pour ça que la séparation devient insupportable, par la séparation, par la souffrance que ça peut vous provoquer, par ce manque d'empathie. Et ça me permet de répondre à la question que souvent on se pose, vous ne l'avez peut-être pas encore posée, mais qu'on se pose d'une manière générale sur la question des auteurs. C'est est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont
Alors, d'une manière générale, ce qu'on sait sur la question des agresseurs dans le couple, c'est qu'ils sont conscients de ce qu'ils mettent en place, puisque nous, on a même des femmes qui sont venues nous dire mon mari m'a dit hier soir qu'il savait très bien où me taper pour que ça ne se voit pas. Donc, quand vous avez un mari qui vous dit ça, vous ne pouvez pas dire qu'il n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire et de ce qu'il va mettre en place. On a aussi une dame qui était consciente, qui était mariée à un notable d'une ville en Alsace, et dont monsieur disait très bien, bah, là on sort, mais tu verras ce qui va t'arriver à l'intérieur. Donc en fait, ils savent très bien ce qu'ils mettent en place, ils connaissent très bien les outils de contrôle qu'ils mettent en place, ils savent très bien qu'ils utilisent la violence. La question qui est plus ambiguë, c'est de savoir est-ce qu'ils ont la conscience de pourquoi ils ont besoin d'être comme ça. Alors, il y a aujourd'hui un travail qui est fait avec les agresseurs, qu'on appelle des stages de responsabilisation ou des centres de prise en charge des auteurs. Malheureusement, aujourd'hui en France, c'est sur 12 à 14 heures. Et si vous avez, comme vous l'avez sous les yeux, un certain nombre d'éléments qui font que vous êtes obligé de mettre en œuvre une relation d'emprise comme l'anxiété de séparation, cette fragilité d'amour-propre, cette nécessité de se projeter la souffrance, ce manque d'empathie, et que vous avez aussi vécu dans un milieu social ou familial qui promeut en tout cas la violence masculine, et bien en 14 heures, vous êtes, voilà, on tombe assez vite d'accord sur le fait qu'on ne va pas pouvoir travailler tout ça. Donc, il y a une conscience pour les agresseurs de ce qu'ils mettent en place, de la raison pour laquelle ils ont besoin de mettre ça en place, ça c'est certainement autre chose et ça demanderait d'être travaillé autrement. Comme on parle de relation d'emprise, il faut bien dans une relation qui est deux sujets. Hein. Il y a quelqu'un qui va la mettre, ici l'agresseur, et c'est la femme qui va en être victime. Dans cette relation-là, il faut savoir que, et ça c'est assez commun à nous tous, hein, depuis qu'on est né, on n'a pas pu avoir 100% de nos capacités physiques, psychiques, on n'a pas vécu que du bonheur, on a des moments où on a des failles, on a des moments où on est un petit peu plus vulnérable. Et la question du mécanisme d'emprise, et ça répond à l'autre question qu'on nous pose souvent à l'accueil de jour, quand une femme vient et qu'elle nous demande, mais moi, j'ai pas forcément vécu une enfance malheureuse, c'est pour ça que je parlais que de lien de corrélation. J'ai vécu une enfance plutôt heureuse, et comment ça se fait que je suis tombée dans ce mécanisme d'emprise avec cet homme-là, alors que finalement, je travaille, j'ai pas de choses qui pourraient effectivement montrer dans mon enfance ou dans mon parcours que je sois une victime particulièrement une victime facile. Et c'est parce que dans notre vie, et ça c'est si on faisait un petit sondage, si on pouvait se voir et que je vous posais la question, est-ce que qui n'a jamais vécu des moments de vulnérabilité, de faiblesse ou de faille, ce serait, je pense que personne ne lèverait le doigt. Donc du coup, on a tous vécu un moment de vulnérabilité ou des failles. Vous avez sous les yeux, je vais pas les lister, je vais pas les reprendre, un certain nombre de vulnérabilités. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir du moment où on a dans sa vie une vulnérabilité quelconque et que on va pas être habitué, on va être moins habitué parce que soit effectivement on est déjà en fragilité soi-même, soit parce que la fragilité ou la vulnérabilité ou la faille, appelez ça comme vous voulez, par exemple une rupture ou un deuil, nous met face à un choc terrible et qu'on va pas savoir trouver en soi les défenses qui vont nous permettre de pouvoir faire face seul, et on va effectivement aller se réfugier vers une personne qui va profiter, et c'est bien là où ça devient, parce que qu'on aille vers une personne quand on a une rupture par exemple et que quelqu'un nous aide et qu'on a besoin d'en parler, ça c'est tout à fait naturel. La question c'est jusqu'où l'autre va abuser de cette relation-là, et c'est là où on passe dans le mécanisme de la violence et dans le mécanisme d'emprise, où la personne finalement va d'abord vous écouter, mais elle va abuser de cette vulnérabilité pour mettre en place le mécanisme d'emprise dont on est en train de parler avec le cycle, avec la stratégie, etc. Donc on a tous à un moment ou un autre dans notre vie une faille pour laquelle on va avoir besoin de quelqu'un d'autre, mais ce quelqu'un d'autre va abuser de cette faille-là pour pouvoir mettre en place un certain nombre d'éléments. Et lui, comme je vous le disais avant, si je reviens sur la diapositive de l'auteur, avec sa fragilité d'amour-propre, lui va trouver un avantage d'amour-propre ou un avantage narcissique à pouvoir être là au moment où quelqu'un en a besoin, sauf que lui, dans son mécanisme, il va continuer à abuser de cette relation et mettre en place une relation d'emprise. Là où, quand on va aider quelqu'un, à un moment, on va lui dire, écoute, si tu as encore besoin de moi, tu sais où me trouver, et puis sinon, vis ta vie. Et donc, du coup, la relation d'emprise au niveau de l'auteur, c'est éviter de se sentir amoindri, mésestimé, éviter de perdre l'avantage. Je reprends un peu ce que j'ai dit avant, que l'autre n'ait pas les moyens de le faire souffrir, en remettant en question la relation, en mettant en avant ses propres besoins, en évitant toute souffrance intérieure.
liées au sentiment de culpabilité, de responsabilité ou d'analyse de ses propres limites. Pardon. Voilà, donc ça, c'est effectivement les raisons pour lesquelles un auteur a besoin de mettre en place une relation d'emprise. Alors, juste comme pendant la petite pause là, liée à la manifestation qui se déroulait à Avenue des Vosges, j'ai pu lire l'une ou l'autre question. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle essentiellement de violences faites aux femmes et quand est-ce qu'on parlera de violences faites aux hommes? Donc, c'est une question qui a été posée sur le tabou des violences faites aux hommes en entreprise. Alors, la stratégie de l'agresseur, il faut savoir qu'elle fonctionne à 98% des cas par des hommes sur des femmes, mais ça fonctionne aussi effectivement dans les pourcentages de cas de femmes sur les hommes. Et on est d'une manière, et ça vous trouverez ces chiffres donc sur le Interstat, des chiffres que je vous ai, enfin le site dont je vous ai dit, dont je vous ai donné l'adresse en début de webinaire. On est aujourd'hui 87% des victimes dans le couple sont des femmes, 88% sont des auteurs, et quand on monte sur les violences conjugales, on est à 98% d'auteurs qui sont des hommes en matière de violences sexuelles ou de viol. Donc on est encore, et c'est pour ça qu'effectivement nous on a pris le parti de toujours dénoncer les violences faites aux femmes, non pas qu'il existe des violences faites à d'autres personnes, donc aux hommes ou à d'autres minorités de genre, pas du tout. C'est simplement qu'on est dans un système où statistiquement encore aujourd'hui, et ça c'est les statistiques du ministère de l'Intérieur, on est autour de 90% où ce sont les femmes en tant que femmes qui en sont victimes. Et d'autre part, et après on ira rapidement sur la question de l'entreprise en tant que telle, d'autre part il faut savoir que les violences faites aux femmes et faites aux enfants sont les seules, contrairement aux violences aux hommes, par exemple, faites aux hommes qui ont été inscrites dans un texte de loi, puisque alors, on ne peut pas reprendre là toute l'histoire des textes de loi, mais il était clairement dans le premier et jusqu'au Code civil encore récemment, il était clairement écrit, par exemple, dans ce qu'on appelle les coutumes de Beauvaisis, qui était un ouvrage de droit pénal du Moyen-Âge, il était marqué clairement un homme pouvait battre sa femme dans les limites de la tuer ou de l'estropier, si en plus celle-ci avait cherché des raisons à se faire battre. C'était clairement inscrit. Ça n'a jamais été inscrit pour les hommes. Et le Code civil a aussi inscrit pendant longtemps le fait que le mari devait protection et la femme devait obéissance Donc on voit très bien pourquoi on parle aujourd'hui notamment des violences faites aux femmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violences faites aux hommes, mais elles sont ni inscrites elles sont ni systémiques, comme je viens de le montrer par ces exemples très rapides au niveau de l'histoire et des lois, ni statistiquement majoritaires. Le système de la relation d'emprise, le système de stratégie de l'agresseur se voit aussi, je ne dis pas qu'il ne se voit pas, se voit moins dans les violences faites aux hommes que celles faites aux femmes. Voilà pourquoi est-ce qu'on continue à parler plus statistiquement et historiquement et sociologiquement des violences faites aux femmes et non pas aux hommes. Alors, dans mon entreprise, en fait, si vous voulez, la question du travail, elle s'inverse en matière de violences faites aux femmes dans les sphères domestiques, puisque finalement, là où nous, quand nous rentrons le soir, nous qui ne vivons pas de violence, on rentre le soir, on a envie d'être à la maison, on ferme la maison à clé, on se met dans son fauteuil ou je ne sais pas quoi ce que vous faites et on est très bien, on est en sécurité et puis on laisse le travail au travail et les problématiques du travail au travail. Ben, pour une femme victime de violence conjugale, c'est un peu le contraire, puisque comme c'est à la maison, que les choses se passent mal, et ben c'est peut-être le travail qui va effectivement, comme le disait le docteur Bouchinger au départ, c'est peut-être le travail effectivement qui va être le seul endroit où il va y avoir une stabilité, un respect et une sécurité qui va permettre à la victime de se voir au-delà de la relation d'emprise et de violence. Par contre, comme vous l'avez sous les yeux, et ça c'est des éléments que je vais vous donner maintenant, mais qui sont plus des signaux d'alerte, vous allez avoir, alors soit vous êtes au courant d'une situation de violence conjugale, soit effectivement vous avez des doutes, etc. Dans l'un ou l'autre cas, vous allez avoir des éléments comme le fait que la victime va passer sous silence une réalité dont elle a honte, on l'a vu avec le cycle, elle va pouvoir, vous êtes au courant d'un certain nombre de choses, mais elle va pouvoir banaliser en disant oui mais c'est pas grave. Elle va pouvoir vouloir préserver avant tout son image professionnelle, justement parce que c'est le seul endroit où elle peut encore avoir cette capacité d'être quelqu'un. Je vous donnais déjà l'exemple de l'isolement du reste de l'équipe, décliner systématiquement les invitations aux activités en dehors du travail et avoir peur d'attirer l'attention. Tout ça, c'est des éléments
qui peuvent effectivement pouvoir vous mettre, alors soit expliquer, soit vous mettre la puce à l'oreille, entre guillemets, sur la question d'une victime au sein de votre travail. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous passer une petite vidéo assez intéressante sur comment est-ce que finalement, quand on n'agit pas, on se rend vite assez coupable dans le monde du travail de la question des violences faites aux femmes. Bonne journée, mon amour. Attends, j'ai besoin de ton avis. Tu seras magnifique quoi qu'il arrive. À ce soir. Merci, mon cœur. À tout à l'heure. J'ai une petite préférence pour la jupe quand même. Bonjour. Bonjour. Ça se réchauffe un peu ici, vous ne trouvez pas? Non. Changement de température, c'est vraiment un coup de se chauffer quelque chose. Fais pas cette tête. C'est pas parce que t'es au régime que t'as pas le droit de regarder le menu. Un autographe, mademoiselle? On te la faire tous les matins? C'est ce que je pourrais te faire d'autre tous les matins. C'était la féminisme de dire que nous avons atteint nos objectifs. Bravo les gars, vous avez fait un excellent. Et je voudrais y ajouter une mention spéciale pour Hugo, qui a vraiment explosé ses chiffres. Bravo Hugo. On est vraiment très fiers de t'avoir dans notre équipe. Merci. Bon, les gars, merci. C'est brillant. Ah, Ben, je vais te dire, on a trouvé finalement une consultante pour ta mission de mai. Je vais te la présenter. Ben voilà. Tu vas pouvoir te faire plaisir tous les matins. On prendra bien une petite bière après le boulot, les garçons, non? Ah, je dis pas non. Ouais, avec plaisir, ouais. Ouais. Ah, Alice Tillman, Benjamin Raymond. Enchanté. Enchanté. Madame Angot. Voilà. Alors, pardon. Voilà. Donc là, c'était, pardon, pour l'effet stroboscopique des diapositives qui sont passées très vite. La petite vidéo que je viens de vous passer, alors évidemment, c'est une vidéo pédagogique, donc elle réduit en 2 minutes ce qui peut se passer de manière… Alors là, il y a évidemment plusieurs faits, et moi, je l'utilise souvent quand je travaille la question du sexisme en entreprise avec des étudiants qui sont en Master 2 ou qui vont intégrer l'entreprise ou qui font des stages longs. L'idée, effectivement, c'est de comprendre par le biais de cette vidéo comment est-ce que du début jusqu'à la fin, finalement, si on ne stoppe pas un certain nombre d'éléments, eh ben, on peut arriver à quelque chose de dramatique en matière de lutte contre les violences, d'une manière générale. C'est pour ça que l'employeur a obligation, alors il y a une obligation sur la question du harcèlement sexuel, il n'y a pas encore d'obligation proprement dit sur la question des violences domestiques ou des violences conjugales, mais en tout cas, c'est pour cette petite vidéo, que ce soit au démarrage sur la question de l'habit, sur la question de ce qui se passe dans l'ascenseur, sur la question de la remarque qui est envoyée à la personne qui présente le signataire, que ce soit après la façon dont les hommes, et ça c'est très important aussi en matière de sexisme en entreprise, dont les hommes peuvent effectivement concevoir et construire des alliances entre eux pour pouvoir effectivement, et on voit bien que le jeune là qui subit la remarque on va appeler du chef d'équipe pour aller vite, à la personne qui lui présente le signataire, en lui disant tu sais ce que je pourrais te faire tous les matins, donc il est passé du vouvoiement au tutoiement, et qui après reprend en disant tu vois, tu vas pouvoir te faire plaisir tous les matins, et qui se rend compte que finalement c'est ça que oui. Donc on voit bien comment les alliances se font. Et alors
la question du sexisme et de ces questions-là touche aussi effectivement la question des hommes. Ça, pour le coup, de manière, alors encore une fois, de manière minoritaire, mais la question de la masculinité en entreprise, la question des codes masculins en entreprise dont certains hommes ne veulent pas ou n'adhèrent pas ou ne veulent pas répondre. Il y a aussi du sexisme en entreprise de la même manière de ce qu'on a vu avec cette vidéo-là, qui peut aussi effectivement toucher les hommes. Donc c'est vraiment important de comprendre, et cette petite vidéo-là, je trouve qu'elle est vraiment intéressante. Alors vous pouvez la trouver sur YouTube, hein, c'est pas une vidéo de l'association, vous pouvez la trouver. Si vous faites des moments de sensibilisation dans votre entreprise, vous pouvez l'utiliser aussi. Je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle montre, alors encore une fois, il y a plein de choses à travailler sur cette vidéo, donc on n'a pas le temps de faire ce matin, mais c'est en même temps un outil que vous pouvez utiliser, c'est en même temps quelque chose où des regards, des connivences masculines, des remarques, où on passe du tutoiement, etc. Un certain nombre de choses qui sont tout à fait intéressantes à travailler quand on parle de la question des violences en entreprise, des violences et du sexisme en entreprise, mais aussi effectivement un certain nombre d'éléments. Et de se dire aussi, et ça c'est vraiment, j'ai envie de dire, peut-être le point pour moi essentiel ce matin, c'est si personne ne limite la toute-puissance d'un auteur au sein d'une entreprise, eh ben, il n'y a pas de raison qu'il arrête. D'accord ? Il n'y a pas de raison qu'il arrête. Et ça vaut en matière de harcèlement sexuel, comme on vient de le voir, mais comme aussi en matière de violence domestique. C'est-à-dire que si on a conscience de quelque chose et si on limite pas cette toute-puissance, eh ben, il n'y a pas réellement de choses qui vont s'arrêter puisque personne, effectivement, ne se montre ou ne se dit en capacité ou ne veut limiter la toute-puissance de l'auteur. Donc ça, c'était sur la question, effectivement, de la question de comment est-ce qu'on peut travailler la question de la toute-puissance de l'auteur sur l'entreprise. Et puis après, on a la question, et c'est ce que vous avez sous les yeux, comment est-ce qu'on peut aider et pourquoi est-ce que le dévoilement de la situation, notamment dans les entreprises un peu plus petites ou dans des services, peut représenter aussi un risque. Alors aussi bien pour la victime que pour l'auteur, d'autant plus que effectivement des menaces, ça on en a déjà parlé, des représailles pourraient en découler. La question, c'est aussi, et c'est aussi pour ça que je vous montrer cette vidéo-là, comment est-ce que si je vais dévoiler des violences dans mon entreprise, je montre une position de vulnérabilité, est-ce que je ne vais pas, de cette position de vulnérabilité, provoquer d'autres formes de violence par d'autres, par l'employeur, etc. Donc, ça, c'est des questions qui sont encore tout à fait réelles. Alors, on a plein de situations dans le cadre de l'entreprise, soit de salariés qui sont effectivement, soit des violences physiques perpétrées par un salarié sur une collègue qui se trouve être sa conjointe sur le temps du travail, soit des violences commises sur une salariée dans les locaux de l'entreprise par le conjoint, mais qui n'est pas salarié de l'entreprise. Voilà, on a d'autres, on peut corser aussi l'exemple en disant s'il y a effectivement des violences conjugales au sein d'un couple de salariés qui se seraient formés au sein de l'entreprise, mais les violences sont perpétrées hors de l'entreprise. Donc tout ça, alors évidemment, on n'aura pas le temps de voir toutes ces situations-là, mais c'est pour vous dire que la question des violences en entreprise, et notamment des violences conjugales, ça va forcément avoir un impact ou un autre sur la question de fonctionnement de l'entreprise, soit par l'attitude de la victime qui va, comme je l'ai dit avant avec la diapo, avoir un certain nombre de comportements, soit par l'attitude de l'agresseur, soit effectivement par ce qui va se passer effectivement au sein même de l'entreprise. Alors, ce qui peut se passer au sein même de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle, et ça on le connaît peu, il y a la Cour de cassation, je crois, du 13 avril 2023 qui a sorti effectivement un élément très important à connaître, c'est que on peut travailler la question des violences conjugales vis-à-vis du fautif, vis-à-vis de l'agresseur, si ce salarié cause un trouble objectif au bon fonctionnement de l'entreprise, perturbation, par exemple, qu'on peut caractériser par le refus des autres salariés de travailler avec lui. C'était la situation notamment où les violences conjugales ne se déroulaient pas au sein de l'entreprise, mais il avait été reconnu auteur de violences, il revenait dans l'entreprise comme si de rien n'était, mais les autres salariés qui étaient au courant de cette histoire ont décidé de faire front et de dire nous, on ne veut plus travailler, on ne veut pas être complice d'un auteur de violence. Et donc, il y a eu effectivement, donc l'employeur a licencié ce salarié qui a fait appel en disant mais les violences ne se déroulent pas sur le lieu de travail, mais il a été démontré qu'effectivement, le fait qu'il soit agresseur et qu'il était reconnu coupable et puni par la loi avec un jugement, avec une peine, etc., a perturbé le fonctionnement de l'entreprise parce que les salariés ne voulaient pas minimiser
la place qu'il a eue en tant qu'auteur des salariés. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'éléments qui seront à prendre en compte, alors qui évidemment demandent, ce qu'on n'a pas le temps de faire ce matin, un certain nombre de connaissances de textes de loi et d'éléments juridiques que des spécialistes. Il faut que ce soit des juristes, alors peut-être vous en avez dans votre entreprise, mais sinon on fera appel à des avocats spécialisés dans ces questions-là, soit sur le droit du travail, soit sur le droit de la famille, soit sur les deux, etc., pour pouvoir travailler un peu ces questions-là. Mais sachez qu'il y a effectivement, on a un certain nombre d'éléments qui peuvent être pris en compte dans le cadre de l'entreprise. Alors, on a des signes d'alerte, mais qui sont non spécifiques. Alors, c'est toute la complexité de dépister des violences conjugales au sein de son entreprise, parce que les signes que vous avez sous les yeux et que je ne vais pas reprendre, je vous laisse en prendre connaissance, sont non spécifiques. C'est-à-dire que c'est pas forcément, on peut arriver en retard et c'est pas parce qu'on arrive en retard au travail qu'on est forcément victime de violence conjugale, évidemment pas. On peut avoir de la difficulté à garder sa concentration au travail, mais pour autant, c'est pas à cause de ça qu'on sera victime de violence conjugale. En fait, c'est ce qu'on appelle des signaux d'alerte. C'est pour ça que je parle de signes. Si vous avez des signaux comme ça qui se conjuguent, qui restent sur un certain nombre de temps par rapport à ça, vous pouvez commencer à vous poser la question de, mais tiens, c'est quand même, si le retard est après un certain nombre de rappels, etc., est constant, si il y a une difficulté à gérer du stress et que c'est constant, si c'est pas structurel, mais que ça devient effectivement, si c'est pas conjoncturel, pardon, mais que ça devient structurel dans la relation au travail ou dans les tâches à accomplir, là, ça peut effectivement poser un certain nombre de questions. Je vais vous donner un exemple un peu différent dans le cadre du travail, d'un médecin qui, lui, me disait, moi, j'ai une femme qui vient me voir, elle a des symptômes qui sont non spécifiques, mais par contre, qui sont effectivement, qui correspondent pas à l'examen clinique que moi je fais. J'ai beau faire tous les tests et tous les examens cliniques possibles et imaginables, je ne trouve pas de lien entre le symptôme et de lien organique avec le symptôme qu'elle me décrit. Et en fait, il a découvert que, en parlant avec cette patiente, que finalement, elle souhaitait effectivement se mettre en arrêt de travail parce qu'ils étaient en situation de séparation avec le conjoint et qu'elle avait peur que l'enfant reste à la maison seul avec son conjoint. Donc, elle préférait rester aussi avec le conjoint pour éviter un certain nombre de représailles qui, là, pour le coup, allaient sur les enfants. Donc, il n'y a pas de signe spécifique, mais la conjonction d'un certain nombre de sites et surtout leur répétition, leur récurrence, malgré tout ce que vous avez pu mettre en place en tant qu'employeur, peut vous donner et vous alerter sur la question possible de violence conjugale. Ça, effectivement, il y en a d'autres sous les yeux. Je ferai juste un tout petit point très rapide sur la question de l'abus de stupéfiants, de drogue. D'une manière générale, il y a un vrai lien entre la consommation de stupéfiants et les violences, notamment les violences conjugales, que ce soit pour la victime comme pour l'auteur. C'est-à-dire qu'on a une prédominance des passages à l'acte violent quand il y a des situations d'alcoolisation, notamment l'alcool étant à 60% présent dans le cas de situations conjugales. Quand je dis présent, c'est pas à cause de l'alcool que l'auteur est violent, attention. C'est juste un facteur aggravant des risques. Et quand il y a de l'alcool, par exemple, on est sur un taux de féminicide 2,5 fois plus important que quand il n'y a pas d'alcool dans le cas des violences conjugales. Donc voilà, donc il y a un lien avec les dépendances aussi tout à fait particulier en matière de violence faites aux femmes. Alors, et je terminerai par là, ce que peut faire l'employeur, ce que doit faire l'entreprise et ce qu'elle a le droit de faire, c'est toute une question très importante. Comme vous avez pu peut-être l'entendre dans mon discours, l'idée c'est effectivement déjà de comprendre qu'un des premiers éléments à mettre en place, c'est de contrecarrer la stratégie de l'agresseur. Alors, contrecarrer la stratégie de l'agresseur, ça, c'est pas dans ce que doit faire l'employeur, c'est dans ce qu'il peut faire. C'est pouvoir, moi j'ai dans certaines entreprises maintenant des lieux sécures où on peut effectivement se poser, on peut parler à quelqu'un de manière anonyme, sans que ce soit effectivement quelque chose qui soit, quand je dis anonyme, c'est vraiment totalement anonyme, c'est-à-dire que l'accès au lieu aussi est aussi totalement anonyme. Il y a des dispositifs aussi de soins, de possibilités au sein de l'entreprise de mettre en place. Il y a la question de ce qu'on appelle la pédagogie de la porte ouverte, c'est-à-dire moi, je vous encourage à mettre dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez ou à faire en sorte que ce soit mis, si vous n'êtes pas la personne qui décide, de pouvoir mettre des affiches du 3919, de pouvoir mettre des petits prospectus un peu partout dans votre entreprise, parce qu'une femme qui va
qui est effectivement victime de violence conjugale, qui a peut-être pas envie d'en parler, mais qui voit que dans son entreprise, il y a le 3919 qui est affiché, qui va voir que c'est un numéro violence femme info. Elle va pouvoir effectivement décider d'appeler 3919 quand elle se sentira prête. Alors que si elle n'a pas d'affiche dans son environnement qui lui propose effectivement ce genre de choses, elle n'aura pas l'occasion, ou elle aura l'occasion plus tardive, et donc peut-être avec un danger plus important, de pouvoir appeler le 3919 ou d'autres. Ça peut être d'autres affiches de sensibilisation. Là, je vous parle du 3919 parce que c'est le numéro de référence violence femme info sur le territoire national, mais ça peut être d'autres formes de sensibilisation un peu placardées partout dans votre entreprise, avec des lieux effectivement où la victime peut se poser, se reposer, parler. Comme je vous le disais, la question du travail s'inverse sur la question des violences conjugales, c'est-à-dire que c'est souvent le lieu du travail, parce qu'il y a des violences domestiques, qui devient un lieu sécurisé. Donc comment effectivement je m'autorise aussi en tant qu'employeur ou en tant que représentant de l'employeur à faire des éléments. Si je vois par exemple que monsieur est présent à 4 heures tous les jours alors qu'il fait le pied de grue devant l'entreprise jusqu'à 5 heures et que madame a des réticences à sortir à 5 heures de son boulot, qu'est-ce que je peux mettre en place? Comment je peux alerter une association? Par exemple, c'est pour ça que je vous parle de cet exemple. On a eu effectivement un employeur qui nous a alerté sur cette histoire-là, un auteur qui venait chercher concrètement madame bien 1 heure avant pour qu'elle soit sûre, etc., de ne pas partir avant, de ne pas avoir de contact extra-professionnel avec ses collègues. Et nous, on a été alertés là-dessus. On a pu intervenir en entreprise auprès de cette dame-là. Et on a pu, effectivement, c'était une situation de violence grave, on a pu faire en sorte de pouvoir faire en sorte que nous, on puisse prendre en charge madame avant que l'auteur ne puisse revenir et lui proposer un certain nombre d'alternatives. Donc ça, c'est des éléments que vous pouvez effectivement faire en contactant les associations telles que Solidarité Femmes 67. Mais nous ne sommes pas les seuls sur le territoire. Malheureusement, malheureusement pour deux choses. Malheureusement, on est encore là parce que la question des violences domestiques et des violences conjugales est loin d'être réglée. Et d'autre part, on n'est pas les seuls parce que malheureusement, il y a trop de situations. Moi, je vous disais 350 à 400 situations par an sur l'accueil de jour. Il n'y a que 3 écoutantes qui sont sur ces situations-là. Ça veut dire en moyenne 120 situations par écoutante. Vous imaginez bien la masse de travail. Donc, il y a d'autres associations sur les territoires. En matière de danger immédiat, il y a évidemment la police et la gendarmerie. La gendarmerie et la police qui sont un peu mieux formés selon les personnes. C'est-à-dire qu'il y en a qui se saisissent du sujet, il y en a d'autres qui subissent simplement les formations parce qu'on leur demande et qui ne vont pas aller plus loin. Mais ça dépend, ça dépend de comme toutes les professions. Mais il y a aussi ces éléments-là. Et donc, peut-être penser aussi, lorsque vous contactez un avocat spécialisé sur cette question-là, parce que ça vous intéresse, de mettre en place ou de savoir quelles sont vos obligations par rapport à ça. Encore une fois, il y a les obligations liées aux harmons sexuels, mais sur la question des violences conjugales, il n'y a pas de texte proprement dit par rapport à ça au sein de l'entreprise. Mais donc, il y a un certain nombre d'éléments, et notamment l'élément de trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise ou des éléments qui existent et qui peuvent vous permettre effectivement de pouvoir travailler. Et sur cette sensibilisation-là, moi, c'était simplement vous dire que face à la question des violences conjugales qui pourraient se dérouler dans votre entreprise, il y a des éléments qui existent. Il faut se retourner évidemment vers les gens qui sont spécialisés sur cette question. Mais l'entreprise, si jamais vous avez cette situation-là et que vous êtes sensibilisé à cette question, n'est pas seule face à cette situation de violence conjugale. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. Et puis, je vais enlever le PowerPoint pour pouvoir lire éventuellement et répondre à vos questions. Merci de votre attention. Ok. Oui, juste pour le registre d'action des entreprises, je voulais juste ajouter que moi, j'ai eu plusieurs entreprises de mon secteur qui m'ont fait part de leur dispositif en interne. Et il y en a une ou deux qui ont dans leurs accords, parce qu'il y a une négociation obligatoire avec les représentants du personnel, enfin avec les délégués syndicaux, il y a une négociation obligatoire sur l'égalité homme-femme, qui ont inclus tout un paragraphe dans l'accord sur l'égalité homme-femme sur
la gestion des situations de violence conjugale. Donc, par exemple, en créant une autorisation d'absence pour dépôt de plainte, en engageant l'employeur à distribuer du matériel ou à afficher des numéros d'urgence dans les salles de pause, etc. Ça peut aussi être un levier d'action, quoi. Oui, oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Alors, ce que peut faire l'entreprise au titre de la RSE, hein, c'est l'intégration effectivement dans les accords d'entreprise, des jours de congés spécifiques, des facilités de mobilité, des attributions de logements d'urgence si jamais il y a des entreprises qui disposent d'un parc, aménagement d'horaires de travail, des sensibilisations sur les collectifs de travail, des informations ou des recours à des relais externes. Effectivement, tout ça fait partie de ce que peut faire l'employeur au titre notamment de la RSE de son entreprise. Ouais. Ok. Donc moi, pour la partie concernant plus spécifiquement notre rôle, hein, en tant que médecin du travail, j'ai pas grand-chose de spécifique à apporter. C'est-à-dire finalement, ça rentre un peu dans le cadre de nos missions générales. Ça ne change pas grand-chose par rapport à ce qu'on peut apporter de manière habituelle. C'est-à-dire que le médecin du travail est à l'écoute de l'employeur ou du salarié à chaque fois qu'il y a un doute sur la santé physique ou psychologique d'une personne, hein, de l'entreprise. Ce que l'entreprise peut faire, c'est soit nous adresser la personne en visite occasionnelle à la demande de l'employeur, notamment s'il y a des signaux d'alerte, hein, dont on a discuté tout à l'heure, hein, que ce soit des arrêts de travail réitérés, un repli sur soi de la salariée ou ce genre de choses. On peut aussi conseiller à la salariée de venir nous voir spontanément sans forcément l'adresser, la forcer à venir. Par contre, ce que moi je recommande quand même, c'est de vraiment contacter le médecin du travail en amont pour l'alerter sur la situation avant même d'entreprendre une démarche vis-à-vis de la salariée. Parce qu'il ne faut pas non plus que ça se fasse de manière imposée à l'égard de la salariée ou à l'aveugle. Il faut préparer le terrain. Donc je voulais insister aussi sur quoi je voulais insister, c'est le rôle de l'entreprise, c'est peut-être pas de faire à la place de la salariée, de tout faire et de la forcer, c'est surtout de faire en sorte que l'appel à l'aide soit possible, c'est-à-dire donc informer, donc ce que j'ai dit, afficher les numéros, et aussi par exemple veiller à ce que les sites internet d'information sur ces thématiques-là soient pas bloqués par le firewall de l'entreprise, hein. Nous, en tout cas, pour ce qui est d'afficher les coordonnées du 3919, etc., au centre, on l'a fait, hein. Donc, on s'affiche comme des lieux ouverts à l'écoute de ce genre de situation, hein. Et depuis qu'on s'y est mis l'année dernière, j'ai déjà eu des retours de collègues. Chacun a eu une ou deux situations qui ont émergé en consultation, hein, suite à cette action. Voilà. Oui. Ça permet de répondre à la question. Alors, une des questions, puisqu'en même temps que vous intervenez, j'ai pu prendre connaissance des questions. Donc, effectivement, vous pouvez faire appel à une association, comme je l'ai dit, dans la relation de travail avec la victime. Hein, c'est tout à fait possible de pouvoir, pour vous, faire appel. Alors, comme dit Solidarité Femmes, ça peut être le CIDFF, ça peut être en fonction. Enfin, voilà, il y a différents acteurs sur le terrain. Et pour moi, l'idée, c'est pas de n'avoir que le monopole malheureusement de ces questions-là, hein, mais donc vous pouvez faire effectivement. Nous, on est régulièrement appelés par des employeurs en fait sur l'accueil de jour. C'est pour ça que vous parlez de l'accueil de jour et que je terminerai par ça lorsque on aura peut-être répondu à vos questions. L'accueil de jour est effectivement un lieu de ressources aussi pour les professionnels qui sont en situation de trouver voilà des situations de violence conjugale. Vous avez certainement l'AST qui travaille cette question-là maintenant depuis plusieurs années et sur lequel on a eu largement l'occasion de pouvoir partager ensemble. Vous avez effectivement la possibilité de vous faire épauler. Et je donnais l'exemple de nous, on était intervenus, l'entrepreneur nous a permis, alors évidemment c'est avec l'autorisation de l'employeur, mais nous a permis d'aller sur l'entreprise pour parler, pour pouvoir accompagner, etc. Donc c'est tout à fait possible. La question de Madame sur les référents, égalité, lutte contre les comportements sexistes dans les fonctions publiques hospitalières. Alors, je ne sais pas s'il y a des référents aujourd'hui qui sont fixés. Je sais juste que dans les hôpitaux, maintenant, à partir de 2025, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il va y avoir des conventions qui seront signées normalement pour pouvoir déposer plainte, pour le dépôt de plainte dans tous les hôpitaux. Et ça, c'est quand même important à savoir. Et la deuxième chose, par rapport spécifiquement à la fonction publique hospitalière, je sais qu'il y a des référents VIF normalement qui sont nommés depuis un certain nombre d'années. Donc VIF, c'est violence intrafamiliale, et qui normalement doit y avoir chaque hôpital, chaque service doit avoir un référent VIF. Notamment, nous on travaille beaucoup avec le référent VIF aux urgences de Strasbourg, mais je suis pas malheureusement, j'ai pas connaissance de tout de la fonction publique hospitalière pour savoir si ça a été
bien mis dans l'ensemble des hôpitaux. Donc ça, je réponds que partiellement à votre question en disant, bon, il y a des choses effectivement qui se mettent en place. La question du dépôt plainte en hôpital, la question du référent vif dans les services d'urgence notamment, mais je ne suis pas sûr que ce soit hétérogène sur tout le territoire national. Quelle démarche doit faire l'entreprise à partir du moment où elle a été informée par une victime présumée? La première démarche, c'est de voir quelle démarche la dame veut faire. Parce que si la victime vient pour vous en parler, c'est qu'elle a cette confiance. Et comme je le disais avant, pour répondre, pour ne pas casser ce lien de confiance, c'est ne pas faire à sa place et être sûr de lui. La première question, c'est lui poser, c'est « Ok, je vous crois, je vous entends, ça c'est la première chose, je vous crois, pour éviter de passer sur l'inversion de la culpabilité, de transférer cette responsabilité. Mais la deuxième chose, c'est est-ce que vous voulez qu'on en fasse quelque chose ensemble ou est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Si elle vous dit non, il faut accepter cette impuissance-là. Nous, on travaille, on reçoit 2200 personnes, femmes, je vous dis qu'on ne peut pas loger 2200 et on sait que le soir, quand on a eu des entretiens avec des femmes avec situation conjugale, elles retournent au domicile. Mais mettez-vous, soyez au clair avec cette question de rupture évolutive. Si une dame a commencé à vous en parler, si une victime a commencé à vous en parler, c'est qu'elle est dans une démarche et qu'elle a besoin simplement déjà de savoir qu'elle n'est pas seule, qu'elle n'est pas folle et qu'effectivement, quelqu'un elle peut en parler. Déjà ça, c'est sortir de la propagande de l'auteur, c'est une ouverture psychique qui est d'une importance fondamentale. Et elle reviendra après. Si elle ne vous demande pas concrètement, est-ce que vous pouvez, par exemple, m'accompagner au commissariat pour déposer plainte ou est-ce que vous connaissez des associations, ça va venir. Ou alors, vous pouvez lui dire, en fonction de ce que vous m'avez dit, nous avons, regardez, il y a le 3919 ou il y a l'association que vous pouvez contacter quand vous le souhaitez. Mais surtout, c'est avec elle, c'est elle qui est experte de son temps, en fait. C'est vraiment la victime qui est experte de temps avec lequel, parce qu'elle sait si, au moment où elle vous le dit, si elle risque des représailles quand elle entre à la maison, en fonction de ce qu'elle va mettre en place, elle sait effectivement, elle connaît sa situation. Donc, la première chose, c'est la croire. Et après, effectivement, c'est mettre en place un certain nombre d'éléments. Peut-être à un moment revenir vers elle en disant, je ne sais pas, il y a 3 semaines, vous m'avez parlé de ça. Ça, c'est possible aussi. Quand vous voyez, nous, on le fait avec certaines dames qui sont dans des situations où on sent un peu les mécanismes d'emprise. Vous m'avez parlé de ça. Elles nous disent, écoutez, j'ai plus besoin d'en parler. OK, mais sachez que je suis là si jamais vous voulez. Ou elle peut reprendre en disant, oui, c'est vrai, ça, c'est ce qu'on appelle le repérage sur signaux d'alerte. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous dit non, qui vient vous en parler, après, vous pouvez revenir. Alors, il ne s'agit pas de le harceler toutes les 2 secondes non plus, mais vous pouvez revenir en disant, il y a 3 semaines, vous m'avez parlé de ça, ça n'allait pas très bien à la maison. Comment ça va aujourd'hui? Elle vous dit, ça va, OK. Elle vous dit, ça continue. Ah, ça continue, du coup, est-ce que vous avez besoin qu'on en discute à nouveau? Est-ce que vous avez besoin d'avoir une association? Non, ça va. Oui, j'aimerais bien. Oui, en fait, c'est toujours ça. Et ce repérage sur signaux d'alerte, c'est vraiment toujours se dire que celle qui a… Alors, à part danger vital, si la dame vient vous dire « je rentre à la maison, je sais que j'ai une balle dans la tête », là, évidemment, on agit de manière différente, on appelle les services de police et gendarmerie. Et s'il y a malheureusement une chronicisation des violences, comme c'est souvent le cas, vous pouvez travailler cette question-là sur les signaux d'appel et surtout la laisser maîtresse de sa situation parce que vous décidez de faire quelque chose, vous ne savez pas si effectivement la dame, elle ne va pas subir des représailles parce qu'elle n'a pas décidé, elle n'a pas évalué, elle, le danger qu'elle avait à faire cette action à ce moment-là. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions qui sont arrivées à laquelle je n'ai pas répondu? Juste à titre d'anecdote, ça va vous faire plaisir. L'année dernière, j'ai eu une remontée suite au webinaire de l'année dernière. J'ai en entreprise, donc des gens d'une entreprise qui ont vu le webinaire de l'année dernière et pour aider la personne qui était victime, qui se reconnaissait pas qui comprenait pas ce qui lui arrivait, ils lui ont fait regarder le replay du webinaire. Voilà. Et ça lui a fait prendre conscience de la normalité du comportement de son conjoint. Parce qu'on n'était pas sur des violences cognées, on n'était pas sur des violences physiques, on était sur des violences un peu psychologiques, insidieuses. Et du coup, elle a pris conscience de sa situation. Alors, je sais pas, j'ai pas eu le feedback après si ça aboutit sur quelque chose, mais au moins, on sème une graine et on attend que ça pousse, quoi. C'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle la pédagogie de la porte ouverte. C'est donner tous les éléments pour qu'une femme puisse effectivement reconnaître que sa situation, et surtout, évidemment, ne pas la culpabiliser, lui dire qu'effectivement, elle n'est pas folle, etc. Et quand je dis ça, c'est vraiment des éléments, parce que nous, le nombre de femmes qui viennent à l'accueil de jour en disant « oui, mais on me dit que je suis folle et que en fait, mon mari, il est très bien. D'accord, des fois, il s'énerve, mais c'est pas très grave. » Si. Je profite parce qu'il y avait une autre question de Madame Ulmer
Que faire pour l'équipe qui subit une situation d'une collègue vivant une situation? Alors effectivement, ça c'est une. Alors si vous avez l'occasion dans votre entreprise et avec l'accord de votre employeur de pouvoir mettre en place un certain nombre d'éléments, en fait il faut. Alors je vais le dire, je ne sais pas s'il y a des chefs d'entreprise qui m'écoutent, mais il faut à un moment aussi se prendre le temps pour que ça fonctionne, pour que l'équipe soit pas impactée, pour que la personne se sente entendue. Il faut des fois stopper un peu l'activité de l'entreprise, 1 heure ou 2 heures, et mettre en place quelque chose de l'ordre de. On a entendu. En fait, le pire dans les situations de violence dont on sait que quelqu'un vit, qu'une collègue vit, mais qu'on sait l'indifférence de l'employeur. Donc, à partir du moment où vous trouvez un moyen de sortir de cette indifférence en disant bah, écoutez, on sait que cette collègue elle vit ça, on va se faire un repas, on va se faire une réunion, on mange ensemble ce midi, je ne sais pas, quelque chose, ou alors on décide effectivement de se dire bah, on va proposer. Alors, soit sur du professionnel, soit sur l'extra-professionnel, une petite soirée. Enfin, l'idée, c'est de casser l'indifférence que l'institution employeur pourrait montrer, alors que tout le monde sait ce qui se passe, d'accord? Et c'est ça qui est souvent terrible pour une équipe, c'est de se dire, mais alors après, il peut y avoir des initiatives personnelles qui vont rentrer dans l'ordre de l'extra-professionnel. Ça, c'est une chose qu'on ne maîtrise pas forcément puisque c'est extra-professionnel et là, on est dans le cadre professionnel. Mais il y a tout ce qui peut permettre que l'employeur ne soit pas indifférent à cette situation. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est à chaque employeur de trouver ce qu'il a envie de mettre en place. Voilà, on peut repasser le webinaire, on peut décider le petit film que je vous ai montré au boulot en disant voilà, entre midi et 2, je vous propose d'avoir un temps de sensibilisation sur cette question. Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment de faire sortir et de ne pas donner le sentiment d'indifférence de l'employeur à cette question pour l'équipe qui vit cette situation-là, quelle que soit la manière que vous allez trouver pour faire sortir de ce sentiment d'indifférence-là. J'espère avoir répondu à la question. Les démarches, on a vu. Voilà, je crois que j'ai fait, il me semble, comportement, on a vu. Les démarches, on a vu. La question du tabou de l'homme victime au travail, oui, ça je suis conscient, mais je vous ai dit qu'effectivement, il y a une très forte proportion encore féminine de victimes au travail. Et donc, ce qui n'exclut pas qu'il y ait effectivement. Alors, pour les hommes, ça rajoute la complexité de la culture de la virilité, de la culture de la masculinité, surtout si l'entreprise n'a pas cette sensibilité-là ou a au contraire cette façon de travailler avec ses préjugés, ses stéréotypes. C'est clair que pour un homme qui est victime de violence conjugale, c'est encore plus compliqué. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais comme voilà, je ne vais pas revenir sur ce que je dis sur les statistiques, sur l'histoire, la légitimation sociale et le type de violence qui s'adresse spécifiquement aux femmes en particulier. Donc voilà, je ne sais pas si j'avais loupé d'autres questions. Non, je crois que vous avez répondu à l'intégralité des questions. Je vous remercie à tous les deux, du coup, pour vos interventions. Votre présentation, du coup, sera également disponible donc, via le site internet d'AST67. Un article sera publié d'ici demain où vous pourrez télécharger la présentation. Et puis, n'hésitez pas à partager le webinaire, etc. Et pour les personnes qui sont adhérentes auprès de AST67, il y a une campagne de communication avec un poster qui est affiché du coup dans les salles d'attente, mais vous en avez parlé du coup tout à l'heure, Dr Beauchinger. Et il y a aussi également des plaquettes si vous souhaitez récupérer des plaquettes tout simplement. Lors de votre passage dans les centres à l'occasion de la visite médicale, de récupérer une plaquette pour aussi, pourquoi pas, la déposer en salle de pause. Parce que aussi avoir cette notion d'information et la diffuser, ça peut être aussi un très bon moyen. Voilà, et je profite dans la diffusion, vous avez la possibilité, alors soit de nous contacter nous pour qu'on vous donne des dates de 31 juillet, soit d'aller sur le site de la Fédération nationale de solidarité femmes. Alors je vais le noter en même temps que je parle. Et vous avez la possibilité d'imprimer, alors c'est des formats PDF, ce n'est pas des formats mûrs, hein, mais vous pouvez, Fédération nationale, imprimer, je crois que c'est ce que vous avez fait, Mallory. Hein. Oui, tout à fait. Je les mettrai également en pièce jointe à télécharger si vous souhaitez du coup les avoir aussi. Ouais, très bien. En version PDF, comme ça on fera une pierre deux coups, Monsieur Farley. J'ai pas besoin de mettre mon message alors, voilà. Mais sachez que c'est des ressources qui sont disponibles. L'accueil de jour aussi pour ceux qui travaillent sur le département du Bas-Rhin, je crois que c'est essentiel. Hein, je vais vous mettre le numéro de téléphone parce que c'est aussi à disposition des salariés ou des employeurs, enfin de tout professionnel qui serait aux prises avec une situation de violence conjugale. Donc vous avez le numéro, c'est l'accueil de jour
L'accueil de jour pour femmes et enfants. Donc voilà, donc n'hésitez pas à appeler le numéro, je viens de vous le donner, le 03 88 24 06 06. Mallory va vous donner donc le lien pour le site de la Fédé avec les plaquettes à télécharger. Donc voilà, plus on communique ensemble, mieux effectivement on va pouvoir dépister et agir. Tout à fait. Bah, écoutez, bah, je vous remercie à tous. Merci beaucoup. Merci également aux participants. Et puis, bah, je vous souhaite à tous un bon appétit, du coup, puisque c'est bientôt la pause déjeuner. Merci beaucoup. Merci à tous. À vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.